Bonsoir à tous. Donc, j'ai l'honneur d'introduire cette soirée en présentant Philippe Descola, s'il est encore nécessaire de le faire. Donc, je vais reprendre juste quelques éléments de sa très dense et longue trajectoire. Philippe Descola est professeur émérite au Collège de France. Il a été titulaire de la chaire d'anthropologie de la nature jusqu'en 2019. En 2012, il reçoit la médaille d'or du CNRS pour l'ensemble de ses travaux qui visent à développer une anthropologie comparative des rapports entre humains et non humains. Alors, cette anthropologie a fortement imprégné le paysage des sciences humaines et sociales, mais imprègne également aujourd'hui les réflexions sur les enjeux écologiques contemporains. C'est une anthropologie qui trouve ses racines dès les années 70, dans le cadre de votre travail de doctorat, où vous avez passé pas moins de 3 ans auprès des Givaro-Hachoirs, et vous en avez sorti une thèse intitulée « La nature domestique, symbolisme et praxisme dans l'écologie des hachoirs » que vous aviez soutenue en 83, publiée en 86. Et surtout, dans cette thèse, vous montrez comment ce qu'en Occident nous considérons relever de la nature, entre guillemets, se voit attribuer des caractéristiques humaines par les hachoirs. Je vous cite, « Les hommes et la plupart des plantes, des animaux et des météores sont des personnes dotés d'une âme et d'une vie autonome. » Vous décrivez ainsi la manière dont humains et non-humains sont pensés et vécus également comme un continuum. Et à partir de là, cette thèse va ouvrir véritablement les portes d'un très vaste chantier que vous n'allez cesser d'investir et d'élaborer pour dépasser le dualisme qui oppose nature et culture, montrant bien combien la culture n'est qu'une production, une convention sociale propre à nos sociétés occidentales. Alors, ce travail va vous permettre de définir 4 ontologies, c'est-à-dire 4 manières de distinguer des continuités et des discontinuités entre les humains et les non-humains. Donc, ces ontologies, il y a tout d'abord le naturalisme qui domine l'Occident depuis l'âge classique, qui est fondé sur l'idée que les humains vivent dans un monde séparé de celui des non-humains. Les humains seraient les seuls possédant une intériorité spécifique, telle une âme, un esprit. L'animisme, au contraire, suppose, lui, que la plupart des non-humains qui nous entourent ont une âme ou une intériorité de même nature que celle des humains. Troisième ontologie, le totémisme, repose, lui, sur l'idée qu'il y a une homologie, une appartenance commune entre certains humains et non-humains. On voit ici donc apparaître des entités hybrides, composées d'humains et non-humains, qui se distinguent d'autres entités, humaines et non-humaines, aux caractéristiques particulières. Et puis, quatrième et dernière ontologie, l'analogisme, dans lequel humains et non-humains mènent des vies séparées, mais analogues. Toutes les composantes élémentaires du monde sont considérées comme distinctes et on essaye donc d'établir entre elles des rapports de correspondance. Alors, ce travail a fait l'objet d'une multitude de publications scientifiques et d'ouvrages. Pour n'en citer que 3, Les Lances du crépuscule, publié en 1993, Par-delà nature et culture, donc, qui est un ouvrage qui a fait date et qui propose une synthèse de ce travail autour des ontologies de la nature, qui a été publié en 2005. Et puis aussi, je citerai donc La composition des mondes, entretien avec Pierre Charbonnier, publié, lui, en 2014. Alors, ce travail théorique, ces ouvrages sur les façons de composer les mondes, est repris aujourd'hui et enrichi par toute une génération de jeunes chercheurs, mais aussi investis par des militants de la cause écologique. On en a parlé un peu cet après-midi aussi, puisque ces travaux font référence aujourd'hui dans le milieu de l'écopolitique, qui plaide pour un élargissement de la politique aux bêtes, aux fleuves, aux végétaux, etc., ou, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à une personnalité juridique attribuée à des milieux de vie dans leur globalité. Au-delà du monde académique, ces ouvrages ont également inspiré d'autres formes d'écriture. Alors ici même, cet après-midi, on a eu le bonheur de découvrir, d'assister à une projection du film « Composer les mondes » d'Elisa Lévy, qui est une autre forme d'écriture restituant en partie cette pensée. Dans un tout autre style aussi, cette pensée, ces réflexions ont inspiré une série de bandes dessinées sous forme de traités d'écologie sauvage d'Alessandro Pinocchi.
Voilà. Et il me semblait également, en introduction de cette soirée, important de revenir peut-être sur cette exposition qui a eu lieu en 2010 au Quai Branly, en partenariat avec le musée du Louvre, et qui s'intitulait « La fabrique des images, vision du monde et forme de la représentation ». Puisqu'il s'agissait déjà, dans le cadre de cette exposition, de donner à voir la manière dont les images rendent visible également la variété des façons de vivre l'expérience au monde selon les 4 modes d'identification que vous aviez définis. Et donc, c'était au travers de pas moins de 160 œuvres et objets, il me semble, venus des Amériques, d'Europe, d'Australie, que cette exposition invitait déjà au décryptage des grandes productions artistiques et matérielles de l'humanité, pour révéler ce qui ne se voit pas d'emblée dans une image, à savoir l'architecture du monde qui organise humain et non humain, la diversité des architectures qui composent humain et non humain. Donc avec cette exposition, La fabrique des images, les visiteurs étaient ainsi invités déjà à découvrir les différents principes de déchiffrement selon lesquels les civilisations voient le monde, mais aussi en rendent compte. On voit donc ici, au travers de cette exposition, les prémices de l'ouvrage qui nous intéresse tout particulièrement ce soir, à savoir les formes du visible. Alors avec ce nouveau livre de plus de 700 pages, donc c'est un livre colossal, vous nous livrez une nouvelle synthèse de vos travaux, axée cette fois sur la figuration et l'empire des signes dans les cultures humaines. Alors dès l'introduction aussi de ce livre, vous nous mettez en garde sur les limites, une fois de plus, de nos catégories, des catégories esthétiques que nous pouvons utiliser en Occident, telles que l'art, notamment, les symboles, la performance, etc., pour appréhender véritablement les images produites par d'autres sociétés, par d'autres cultures. Et donc, c'est véritablement une analyse anthropologique et non pas en tant qu'historien de l'art que vous nous faites cette proposition, avec une hypothèse forte et que les images peuvent jouer le rôle d'indicateur ontologique, c'est-à-dire figurer les continuités et discontinuités entre humains et non humains. Et puis, une autre thèse qui me semble aussi au cœur de cet ouvrage, très importante, et avance que les images ont une puissance d'agir. Et vous les examinez ainsi comme des agents, exercer un effet sur la vie sociale et affective également des personnes qui les regardent, plutôt que comme des ensembles de codes ou de signes, etc., comme ça a pu être fait auparavant. Et ainsi, les formes de figuration sont analysées, sont saisies sous 3 angles distincts, ontologiques, au travers justement de la manière dont sont représentés humains et non humains, et surtout les relations entre eux. Morphologique, deuxième angle, en décrivant la façon dont ces relations sont rendues ostensibles au travers des images. Et puis, troisième angle pragmatique, en décrivant et en faisant une démonstration fine des moyens employés pour que ces images exhibent justement une puissance d'agir selon des contextes particuliers. Et c'est ainsi qu'en comparant avec rigueur des images alors d'une étourdissante diversité, vous posez magistralement les bases théoriques d'une anthropologie de la figuration que je vous laisse présenter maintenant directement. Je vous remercie. Merci Frédéric Jankowski pour cette présentation. À vrai dire, vous me faites gagner beaucoup de temps en exposant les préliminaires de mon travail et en indiquant les principales directions dans lesquelles je l'ai mené. Préliminaire parce que, vous l'avez rappelé, mon intérêt pour les images est le produit d'un itinéraire qui a commencé en Amazonie il y a longtemps, et qui m'a conduit au fil du temps à explorer différentes formes de mondiation, c'est-à-dire de manière de composer des mondes à partir des matériaux que des individus et des collectifs sélectionnent dans leur entourage et dans leur imaginaire. Et cet itinéraire, il est fondé en effet sur des expériences. La première expérience, c'est celle du contraste que vous avez rappelé entre le naturalisme et l'animisme. Enfin, je l'ai expérimenté chez les Achuar, c'est-à-dire l'idée
que je commençais à découvrir progressivement chez les Hachoirs que non seulement les animaux avaient une âme, les plantes aussi, et que d'une certaine façon, la plupart des non-humains avaient une intériorité avec laquelle on pouvait communiquer, mais que chaque classe d'êtres, chaque forme de vie, avait aussi des atouts biologiques qui lui permettaient au fond, d'avoir accès à un monde qui était comme un prolongement de ses organes. C'est une idée qui m'avait frappé parce qu'elle avait déjà été avancée par un grand éthologue, Jacob von Uexküll, dans les années 20. Et je découvrais chez les Hachoirs que cette idée, qui est au fond très raisonnable, et je la connaissais d'une certaine façon avant pour avoir lu Uexküll, avait été développée en Amazonie, et qu'elle est tout à fait vraisemblable. C'est-à-dire que les sphères de vie de différentes espèces ne se recoupent pas, sauf à certains moments, essentiellement à travers la chaîne trophique, c'est-à-dire à travers le grand processus de la prédation, qui joue un rôle si important, idéologiquement d'ailleurs, dans le monde que j'ai appelé animiste ensuite. Et donc on avait un contraste entre, d'un côté, une extension généralisée de l'intériorité à la plupart des non-humains, et d'autre part, la singularisation physique des êtres en fonction des caractéristiques qui leur étaient propres et qui leur permettaient de construire des mondes particuliers. Et évidemment, ça, c'était l'inverse des conceptions que j'avais amenées avec moi. J'étais parti pour étudier la socialisation de la nature, et je découvrais qu'il n'y avait pas de nature et qu'il n'y avait pas de socialisation non plus, en ce sens que ce n'était pas une projection des catégories sociales, mais qu'on traitait humain et non humain à partir de schèmes de relations analogues. Et donc ça m'a fait prendre conscience du caractère relatif d'une opposition que je croyais universelle. J'avais une formation philosophique, comme beaucoup d'anthropologues, et la dissociation entre nature et culture, société et culture, me paraissait aller de soi, d'autant que j'étais un élève de Claude Lévi-Strauss, pour qui cette opposition contrastive joue un rôle important dans son œuvre. Je l'avais pris probablement, à la différence de lui, et comme beaucoup d'autres sans doute, de façon peut-être un peu trop substantive, et je découvrais soudain qu'elle n'avait guère de signification chez les Hachoirs, et comme je m'en suis aperçu par après, qu'elle n'avait guère de signification dans bien d'autres régions du monde. Et donc j'avais là deux formes de mondiation, pour reprendre, c'est-à-dire de sélection des objets du monde qui insistent sur des formes de continuité et de discontinuité entre humains et non-humains, mais ces continuités, ces discontinuités ne passaient pas du tout au même endroit. C'est ce qui m'a conduit dans un grand travail, vous l'avez rappelé, Frédéric, d'anthropologie comparative que j'ai mené, et ça je souligne la liberté que m'a laissée l'École des hautes études en sciences sociales d'abord et ensuite le Collège de France d'enseigner non pas ce que je savais mais ce que j'étais en train de découvrir. Et c'est au fond, c'est comme cela qu'on doit concevoir la recherche et l'enseignement, c'est-à-dire à mesure que l'on avance, eh bien on soumet à autrui ces hypothèses, hein, et c'est comme cela évidemment que l'on progresse. Et donc, à travers ce séminaire de recherche, qui s'est poursuivi ensuite au Collège de France, j'ai développé d'autres formes de contraste dans ces manières d'organiser ou de percevoir continuité et discontinuité entre humains et non-humains. Vous les avez rappelés, le totémisme et l'analogisme. Or, j'avais travaillé pour ce faire sur des textes, c'est-à-dire sur des mythes, des ethnographies, bien sûr, des formules rituelles, des commentaires de cérémonies, sur des textes philosophiques, sur des textes médicaux, enfin, toutes sortes de documents. Mais ces documents, ils étaient discursifs. Et je me suis dit, s'il y a une pertinence aux propositions que j'avance,
on doit pouvoir en trouver des échos dans un domaine non discursif, dans les images. Et c'est comme ça que je me suis intéressé aux images et que, au fond, en hors d'heure, si je puis dire, j'ai fait cette exposition au musée du Quai Branly, la fabrique des images que vous avez rappelé, et qui était une façon, qui était expérimentale aussi. C'était une façon de voir la manière dont le public allait s'emparer des contrastes que je proposais entre des images que j'avais réunies, un public qui n'était pas familier de certaines de ces images, puisque beaucoup d'entre elles étaient empruntées à des univers iconographiques qui ne sont pas familiers aux Européens. Donc vous avez bien présenté, au fond, cette succession d'expériences qui m'a conduit à m'intéresser aux images et à systématiser, au fond, l'expérience du musée du Quai Branly, et à travers l'enseignement, et puis évidemment à travers ce livre. Et vous avez aussi rappelé, au fond, les 3 lignes directrices de ce livre, sur lesquelles je vais revenir, qui sont une dimension ontologique, c'est-à-dire qu'est-ce que les images figurent, non pas au sens où elles représenteraient mimétiquement quelque chose, cette table, éventuellement le cadavre qui est sur cette table, c'est une thématique assez classique de la peinture, notamment le Christ mort gisant sorti du tombeau, mais ce que les images nous donnent à voir de ces continuités, de ces discontinuités, c'est-à-dire comment elles représentent ce que j'ai appelé l'ossature du monde, en figurant certaines choses et en omettant de figurer certaines autres choses. Et j'ai donc, on va revenir là-dessus, je vous présenterai des images pour expliciter mon propos. Il y a donc cette dimension ontologique qui m'a conduit à définir mon projet comme étant une anthropologie de la figuration, parce que par figuration, j'entends au fond la mise en évidence de certaines propriétés du monde, et pas nécessairement la représentation mimétique de certains objets du monde. Le deuxième aspect, en effet, il est morphologique ou formel, c'est-à-dire quelles sont les façons dont les imagiers. C'est l'expression que j'emploie parce qu'elle me permet de ne pas avoir à dissocier entre des gens qui produisent des images en Australie, dans le désert central d'Australie, et puis des artistes. Les imagiers sont des gens qui figurent par le moyen d'images. Et donc, quels sont les moyens qu'emploient les imagiers pour construire un espace visuel? Et la construction, mon hypothèse, que j'ai essayé de développer dans ce livre, c'est que la construction de cet espace visuel, elle dépend des choix ontologiques que les images figurent. Je vais en donner juste un exemple, mais je reviendrai plus tard là-dessus. La figuration naturaliste est caractéristique, à partir du XVe siècle jusqu'au cubisme, de la perspective d'un point de vue d'observation sur le monde unique. Et c'est un parti pris qui est tout à fait singulier, parce que avant, dans les enluminures romanes médiévales, on observe des points d'observation extrêmement divers. On va représenter un personnage vu de haut, dans un décor vu de haut, mais avec des animaux qui sont présentés de face, c'est-à-dire en combinant dans une même image différents points d'observation. Et ailleurs surtout, cette diversité des points d'observation est très caractéristique parce que ce que beaucoup d'images dans le monde s'efforcent de faire voir, de rendre vraiment présent, c'est les qualités des choses. Et les qualités, elles sont évidemment plus visibles si d'un être ou d'un objet, on représente plusieurs aspects. Alors que la figuration naturaliste s'est fixée comme objet d'émuler la vision humaine. C'est-à-dire, et la vision humaine, bien sûr, elle est partielle. Lorsque je vous vois, je ne vois pas votre dos.
eh bien, par exemple, les figurations de la côte nord-ouest du Pacifique américain ont joué sur et c'est très commun dans d'autres régions du monde, sur la dissociation des parties d'un être, de façon à figurer l'ensemble des qualités de cet être. Donc c'est ce qu'on a appelé notamment, mais il y a d'autres formes, le dédoublement de la représentation dans la formulation que Lévi-Strauss a employée, ou la split representation dans la terminologie de Boas, qui consiste à déplier un animal, par exemple, le long d'une ligne médiane, et de déplier ces deux profils de façon à ce qu'on le voit de face comme s'il était de face, mais qu'en réalité, c'est la totalité de l'animal, puisqu'on voit par exemple des éléments de son dos sur les côtés. Par exemple, pour un ours, des poils qui sont sur son dos. Et donc ce dispositif permet d'avoir une vie beaucoup plus englobante des qualités d'un être que l'émulation de la vision humaine qui est caractéristique de la figuration naturaliste. Je reviendrai sur cette question, et notamment à propos de la perspective et des différentes formes de perspective, de la construction de l'espace visuel. Et puis la troisième dimension, pragmatique en effet, c'est-à-dire les images ne sont pas que des assemblages de symboles et de figurations mimétiques, ce sont aussi des choses qui nous émeuvent, qui nous interpellent, qui nous font agir, qui quelquefois sont dotées d'une action autonome. C'est une idée qui est à la fois ancienne et récente. Elle est ancienne parce qu'on en trouve des traces j'en ai trouvé des traces très intéressantes chez Marmontel, donc dès le XVIIIe siècle, mais on en trouve aussi par après des formulations, en particulier chez un grand historien de l'art qui est Aby Warburg, et puis plus récemment dans une série de grands historiens de l'art, comme David Friedberg ou Hans Belting, Horst Bredekamp, et aussi en anthropologie avec un très grand anthropologue anglais trop tôt disparu, Alfred Gell, et un grand livre qui s'appelle Art and Agency, l'art et puis... alors j'ai décidé de traduire agency pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Le terme anglais qui est employé de manière très systématique dès la philosophie, des Hume par exemple, et qui est en général traduit en France soit par agentivité, que je trouve très laid comme terme, agencéité c'est encore pire, puissance d'agir ça va, mais je me suis dit après tout pourquoi ne pas rétablir l'origine, c'est-à-dire agence. Donc je traduis agency par agence. C'est l'hypothèse que je fais dans le livre, je reviendrai dessus, c'est que la puissance d'agir des images, l'agence, eh bien, elle se décline en fonction des options ontologiques, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes mécanismes qui sont employés pour activer des images et pour les accueillir dans des réseaux et des formes d'ostension, des formes de présentation de ces images. Donc trois objectifs que je souhaitais remplir. Et comme la dimension ontologique me paraît première, puisque c'est celle qui guide au fond les déclinaisons des deux autres, c'est-à-dire morphologique et praxéologique, je vais vous dire un mot d'abord de la dimension ontologique en commentant certaines images et en expliquant en quoi elles sont spécifiques de formes de mondiation tout à fait singulières. Alors, on va commencer par l'animisme. L'animisme, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est l'idée que la plupart des existants ont une intériorité, mais que leur dimension physique
leur donne accès à des mondes distincts, et aussi qu'il y a une dissociation entre l'intériorité et la dimension corporelle, qui se manifeste en particulier par la métamorphose. Et la métamorphose, c'est tout simplement le changement de perspective que l'on a sur un être lorsque l'on considère plutôt son intériorité ou plutôt son aspect physique. C'est donc pas une métamorphose au sens des métamorphoses d'Ovide, c'est simplement un basculement du point de vue sur un être, qui est, dans les textes d'ailleurs, très clairement signifié, tant en Amazonie qu'en Sibérie ou dans d'autres régions du monde. On s'aperçoit par exemple, il y a un mythe très classique en Amazonie, c'est celui de la visite chez des étrangers. Et on arrive chez ces étrangers, ils sont très semblables à nous, et puis tout d'un coup on s'aperçoit qu'au lieu de manger de la viande normale, ils mangent de la viande pourrie. Et en fait, c'est qu'on est chez les gens vautours. Et les gens vautours se voient eux-mêmes comme des humains. Et donc, lorsqu'on leur rend visite, au fond, on tombe dans leur perspective à eux et on les voit comme des humains. Même chose en Sibérie, c'est un autre récit. Alors, le premier est un mythe, mais le deuxième est vraiment un récit qui a été recueilli par un collègue danois, Rané Villerslev, chez les Yukagir en Sibérie. C'est un chasseur, il se perd, et puis tout d'un coup, il voit des traces de pas. Et il suit ces traces de pas, il arrive dans un village, et dans ce village, tout est à peu près normal, sauf que les gens mangent du lichen au lieu de manger de la viande de renne, et il s'aperçoit aussi que lorsqu'ils mettent des skis, ils laissent des empreintes de rennes. Et en fait, il s'aperçoit, au bout d'un certain moment, il s'en aperçoit pas tout seul, c'est quelqu'un qui lui dit « il faut que tu t'en ailles vraiment très vite », parce qu'il était en train de basculer dans la perspective des gens rennes chez qui il était. Donc ça, c'est le principe de la métamorphose, hein. C'est vraiment le changement de perspective entre l'intériorité, des gens qui se perçoivent comme des humains, et puis le corps. Alors, comment rendre ça en image? Au fond, l'animisme, a essentiellement tenté de transformer des corps en esprit, de façon à se concilier des esprits pour toutes sortes de raisons nécessaires, en particulier parce que, eh bien, dans toute l'ère animiste, j'appelle ça un archipel parce qu'il est dispersé dans le monde. Dans tout l'archipel animiste, les animaux étant des personnes, lorsqu'on les mange, ceux d'entre vous qui ont vu le film tout à l'heure ont vu qu'il y avait une allusion à cela, lorsqu'on les mange, on absorbe, malgré les rituels de décontamination qu'on fait, une partie de la personnalité de cette personne, une partie de sa subjectivité. Et c'est ça qui rend malade. Et un grand chaman qui était l'informateur principal de Rasmussen, Ival Wardjuk, un chaman inuit, disait le grand péril de l'humanité, c'est que notre alimentation est pour l'essentiel, notre nourriture est faite d'âme. Et c'est ça le problème qu'il faut pouvoir surmonter, parce que, évidemment, ces âmes, elles rendent malades et elles tuent. Et donc, une grande partie des rituels du monde, ils ne sont pas uniquement destinés à ça, mais une grande partie des rituels du monde animiste consiste à faire venir les esprits qui sont responsables de ces maladies et, en dernier ressort, de la mort, pour essayer de se concilier leur bonne grâce. Et on fait ça en représentant l'esprit, mais les esprits, ça peut être des races d'esprits, on le verra tout à l'heure, mais c'est aussi n'importe quelle espèce animale qui peut apparaître comme un animal, comme on le voit, mais qui aussi, d'une certaine façon, est un esprit. Et donc, les Yupik d'Alaska ont représenté ça de façon très simple, avec des masques en bois, dans lesquels un petit visage humain est inséré, qui représente l'intériorité
de l'animal, ici c'est un renard, et parce que l'intériorité, elle est fondée sur l'idée qu'elle est analogue à celle des humains. Et donc la meilleure façon de la figurer, c'est à travers un visage humain. Même région, vous voyez avec une économie de moyens absolument extraordinaire, parce que là aussi c'est un masque, mais là on voit la physicalité, hein, sans aucun doute, et juste les yeux qui permettent, dans la mesure où c'est la forme d'un masque qui épouse un visage, de faire apparaître l'intériorité de façon suggérée, hein, et pas en la figurant sous la forme d'un visage. Alors une bonne façon de faire ça aussi, ce sont les masques à volets, les masques à transformation de la côte nord-ouest, qui sont très connus depuis longtemps, et qui sont des masques qui permettent de révéler dans les rituels un petit visage humain à l'intérieur du masque, qui représente, comme je l'ai dit, l'intériorité, et qui permet cette bascule entre l'intérieur et la forme physique de façon exemplaire, puisqu'on a un visage de corbeau, enfin un visage, vous voyez, je parle comme les animistes, une face de corbeau, de renard, d'ours, etc., qui révèle tout d'un coup son intériorité dans le cours du rituel. Alors une façon encore plus simple de le faire, c'est avec une division latérale. Vous avez d'un côté, c'est un masque toujours Yupik, le renard d'un côté, et puis la face humaine de l'autre. Et on peut basculer de l'un à l'autre, c'est-à-dire, au fond, les images animistes sont des images de commutation, hein, de basculement, puisque la métamorphose joue un rôle principal dans ce que j'ai dit. Et cette commutation, elle est fondée sur le principe classique de canard-lapin, vous savez, hein, quand vous regardez cette image qui combine les deux, une fois que vous êtes fixé sur le canard, vous ne voyez plus le lapin, une fois que vous êtes fixé sur le lapin, vous ne voyez plus le canard. Mais on peut obtenir cela de façon encore plus simple, d'une certaine façon, avec cette division latérale, et basculer à certains moments de l'un à l'autre, donc de l'intériorité à la représentation, au corps physique. Alors tous ces masques sont utilisés dans des rituels qui permettent d'accueillir précisément les esprits animaux et de leur donner corps, tout simplement. Alors ça, c'est une image intéressante parce que elle est fondée sur le même principe que l'image précédente, donc les Yupik, hein, en Alaska. Ça vient de Malaisie, de ces peuples autochtones de Malaisie qu'on appelle les Orang Asli. Ces gens s'appellent des Betisek. Et c'est un masque chamanique de tigre, hein, ou plus exactement d'un esprit tigre, et fondé sur le même principe, c'est-à-dire vous avez une division latérale. D'un côté, c'est un visage humain, de l'autre, c'est un visage, une face de tigre. Et j'ai trouvé intéressant que le même procédé visuel ait été employé à des milliers de kilomètres de distance, et sans qu'on puisse imaginer qu'il y ait une diffusion possible du mécanisme pour signifier exactement la même chose, à savoir le principe de la métamorphose. Alors, il y a aussi une possibilité pour cet effet de métamorphose, et qui est employé de façon très systématique dans tout l'archipel animiste, ce sont les peintures corporelles. Et ici, dans un cas très particulier, ce sont des peintures corporelles Kwakiutl, donc toujours sur la côte nord-ouest du Pacifique américain, de sociétés secrètes, de sociétés initiatiques, et qui figurent d'un côté un ours et de l'autre une grenouille. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la décomposition des images, mais vous voyez que
vues ainsi, c'est-à-dire de face et de dos, elles n'ont pas grande signification. L'ours est décomposé, et la grenouille aussi, de telle façon qu'elles prennent vie ou figure, si vous voulez, en fonction des postures adoptées par des jeunes garçons lorsqu'ils les figurent. Par exemple, la grenouille, en sautant à croupeton, de telle façon que la partie dans le dos, où vous voyez la grenouille, on a les yeux et la bouche sur les fesses, puisse apparaître comme une bonne imitation de grenouille. Et ce qui est intéressant dans le cas présent, c'est que il faut imaginer que ces danses, elles ne se font pas dans un endroit comme ici éclairé, mais dans des maisons communes, un peu sombres, éclairées, mal éclairées, etc. Et on passe, au fond, de la figuration, c'est un humain qui est là quand même, hein, et en même temps c'est une grenouille. Et constamment on oscille entre ces deux façons de voir les choses. Un autre exemple qui est très loin de là, c'est en Nouvelle-Guinée. C'est chez les Kaloulis, des hauts plateaux de Nouvelle-Guinée. C'est des photos qui ont été prises par un grand anthropologue, Stephen Feld, qui est un ethnomusicologue. Et vous avez donc sur la gauche un costume très élaboré qui est, j'allais dire, totémique en ce sens qu'il désigne... en fait, c'est un assemblage de symboles qui caractérise, au fond, le statut social spécifique de ces hommes. Mais vous remarquerez aussi qu'ils portent non seulement une coiffe de plumes, mais aussi des brassards sur les bras, et que ces brassards, lorsqu'on bouge, battent. Et donc ce costume est aussi utilisé dans des rites de deuil, dans un rite qui s'appelle le Gisaro, qui dure toute la nuit, et dans lequel, alors, petite précision, chez les Kaloulis, comme dans beaucoup de sociétés des hautes terres de Nouvelle-Guinée, les morts deviennent des oiseaux. Et donc, la plupart des oiseaux qu'on voit, qu'on entend, ce sont des défunts. Et le danseur, les danseurs, il faut imaginer une allée centrale et puis des gens qui sont répartis de part et d'autre de cette allée centrale. Et les danseurs évoluent dans cette allée centrale. Et l'un des amis de Stephen Feld lui dit tu es là, au milieu de la nuit, fatigué, parce que c'est des rituels qui durent toute la nuit. C'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais quand on voit des objets dans des vitrines de musées ethnographiques, mais ce sont tous des objets rituels, ce sont des objets qui prennent vie dans la poussière, la chaleur, la nuit, mal éclairés, alors qu'on a la sensibilité troublée, au fond, par la fatigue, etc. Et dit l'ami Kalouli de Stephen Feld, et tout d'un coup, il est là, l'homme oiseau. Effectivement, c'est le mouvement qui lui donne son apparence d'homme oiseau, bien que ce ne soit pas, effectivement, un homme oiseau, on le sait aussi. Et donc c'est cette confusion intéressante qui est caractéristique de l'animisme, pour revenir à la question de la puissance d'agir des images, c'est que elle est fondée sur la capacité d'être humain à faire advenir une présence d'un esprit dont on sait qu'il n'est pas vraiment un esprit, mais qui est quand même un esprit parce que on a souhaité qu'il soit là d'une certaine façon, et on a tout fait pour qu'il soit là. Alors là, c'est une forme encore plus simple d'image d'esprit. Il faut préciser que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart, dans l'archipel animiste, les
les animaux se voient comme des humains. Alors comment vont-ils se distinguer les uns des autres, puisqu'ils se voient tous comme des humains? Ils vont se distinguer, comme les humains, par des peintures corporelles, qui vont les caractériser les formes d'espèces, si on peut dire. Et donc, si un humain veut se transformer en animal, si un chaman veut aller visiter les jaguars pour intercéder auprès d'eux, s'il veut devenir une sorte de citoyen d'honneur du collectif des jaguars, il va porter sur son corps nu les marques au moyen desquelles les jaguars se distinguent entre eux, se voient comme des humains en forme jaguar. Et donc il suffit de porter sur son corps les ocelles, enfin les marques corporelles qui distinguent les jaguars d'autres espèces. Bon, là on passe dans un autre domaine. Donc vous voyez, l'animisme, c'est, au fond, les images de l'animisme, ce sont des images de corps humains transformés en esprit, globalement. Passons maintenant, comme vous l'aurez deviné, au naturalisme. Le naturalisme a ceci d'intéressant dans sa variante iconographique. C'est peut-être aussi le cas des autres formes de figuration, mais c'est difficile de l'avérer. Dans le cas du naturalisme, on a toute la tradition. D'abord, on a une histoire, et puis on a toute la tradition des historiens qui ont étudié cette histoire, des historiens de l'art en particulier, et donc on connaît sa trajectoire. Donc le naturalisme, en fait, il a ceci d'intéressant qu'il naît dans les images avant d'être exprimé dans les textes. C'est-à-dire que les imagiers ont eu la préfiguration, sont des visionnaires, comme tous les imagiers, ont rendu présent dans les images une certaine façon de figurer le monde qui était tout à fait singulière et qui n'a été thématisée, problématisée que bien plus tard, à partir des grands textes épistémologiques et philosophiques du XVIIe siècle, chez Descartes, chez Galilée, etc. Alors, une bonne illustration de cela, eh bien, c'est cette enluminure des traits riches heures du duc de Berry, qui représente Octobre, où on voit des gens qui sont tout simplement habillés selon leurs conditions et selon la période de l'année, qui font des activités qui sont liées à la période de l'année aussi. Il s'agit de RC, avec un décor qui est tout à fait réaliste. Alors je reviendrai tout à l'heure sur cette expression de réaliste qui est un piège très compliqué, mais qui sont, disons, qui correspondent à ce que l'on sait par ailleurs de l'environnement dans lequel ces activités se déroulaient, puisque c'est le château du Louvre, tel qu'il avait été reconstruit peu de temps auparavant, qui est différent évidemment du Louvre contemporain, et que l'on connaît par des descriptions. Et donc se met en place, avec le naturalisme, disons la toute fin du XIVe siècle et de façon évidente à partir du XVe siècle, chez les enlumineurs, chez les peintres en particulier. J'attache beaucoup d'importance dans ce livre à la peinture flamande et à la fois aux enlumineurs et aux premiers primitifs, comme on les appelle, flamands, qui à mon sens n'ont rien de primitif. Ils mettent en évidence, au fond, deux aspects très importants de la figuration naturaliste. C'est la peinture de l'âme, c'est-à-dire le caractère distinctif de l'intériorité humaine, tout à fait caractéristique. Les humains sont les seuls à posséder certaines caractéristiques de l'intériorité que les autres êtres ne possèdent pas. Bien sûr, la réflexivité,
le discernement rationnel, la symbolisation, l'usage du langage qui permet de rendre tout cela manifeste, etc. Et la peinture de l'âme, elle se fait essentiellement dans l'art du portrait, et donc dans la figuration du caractère distinctif de chaque humain. Mais il y a aussi la mise en évidence du monde tel qu'il est organisé dans un espace rationnel, d'une certaine façon. Donc on n'est pas encore dans la res extensa de Descartes, mais on est dans une sorte de préfiguration de cet espace ordonné, homogène, que les Italiens, pratiquement à la même époque, enfin un peu plus tard, vont développer dans la perspective linéaire, dans la perspective d'Alberti, de Brunelleschi, etc., mais que les Flamands vont figurer sans utiliser ces méthodes, essentiellement en insistant sur les détails du monde. Et le naturalisme, au fond, il se déploie, je crois, à la fois chez les peintres du Sud, dans l'organisation de l'espace, à partir d'un regard subjectif qui va ordonner l'objectivité du monde à partir de lui-même. C'est le thématique que Panofsky avait développé dans un essai très connu, mais aussi dans l'obsession et la minutie avec laquelle le monde est décrit. Et donc là, c'est un triptyque dont j'ai retiré la partie centrale, qui est une annonciation, de façon à bien montrer la dissociation. Enfin, c'est pas complètement dissocié, parce qu'on a les donateurs qui sont sur la gauche et qui sont dans une position de prière. Mais néanmoins, ce qui compte pour Campin, c'est le cas d'ailleurs au fond dans le panneau central aussi, mais c'est quand même une scène religieuse. Mais ce qui compte pour Campin ici, c'est véritablement de décrire le monde dans toute son épaisseur. C'est des choses qu'on ne faisait pas quelques décennies auparavant. Saint-Joseph, qui est un des thèmes de prédilection de Robert Campin, et donc dans son atelier de menuiserie, si on regarde le détail des objets, des outils qu'il emploie, c'est une description de chaîne opératoire en fait. Il y a un doloir qui est un outil de menuisier avec un poinçon. Vous avez des clenches qui retiennent les volets en haut. Cette obsession de la description du monde est quelque chose de complètement nouveau. Et vous voyez que dans les visages des deux donateurs, il y a un souci aussi, bien sûr c'est une expression de piété, mais il y a un souci de rendre vivant en quelque sorte la personnalité de chacun, de telle façon qu'on pourrait les rencontrer dans la rue encore aujourd'hui. Alors ça, évidemment, c'est un tableau très connu, qui a un peu une sorte de... Van Eyck a connu Campin, il lui est un tout petit peu postérieur, ils sont pratiquement contemporains, mais là on a une pleine maîtrise de l'organisation de l'espace, la description, enfin le chancelier Rollin, qui est une sorte de premier ministre, son visage est décrit avec une précision extrême. L'organisation de l'arrière-plan est absolument remarquable. Alors c'est une thématique qui a été beaucoup utilisée à l'époque, la conversation sacrée, mais ce qui compte là-dedans, même si c'est une scène religieuse, c'est au fond ces deux aspects, encore une fois, la puissance de la description d'une personnalité, et d'autre part l'organisation dans un espace homogène du monde, comme si tous les éléments du monde
étaient soumis, au fond, à une même logique. Et c'est ça, au fond, l'émergence de l'idée de nature, c'est que tout est soumis à des mêmes lois. Alors, ce sont des lois dans le cas de la perspective, qui n'est pas ici parfaite, hein, il y a différents points de fuite, mais dans le cas de la perspective italienne et dans le cas de la construction d'une toile de ce type-là, est fondée sur cette idée au fond, de l'englobement de tous les éléments du monde dans un espace rationnel. Ah, on trouve... Oui, bon. Alors, juste un mot quand même sur le naturalisme. Le naturalisme a une histoire. Il a une histoire parce qu'on la connaît, alors qu'on ne connaît pas nécessairement l'histoire des autres modes de figuration. On ne connaît pas l'histoire de l'animisme, on ne connaît pas l'histoire du totémisme. Mais alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le naturalisme, on la connaît. Et il y a un mouvement, dont je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est très intéressant dans le naturalisme, lié à la contradiction initiale, c'est-à-dire, et qui se poursuit encore maintenant et qui a été largement exploité en philosophie, l'intériorité distinctive des humains, ce qui les sépare de tous les autres entités du monde, entre en contradiction avec le fait de l'universalité des lois de la nature. Donc il faut pouvoir résoudre cette contradiction. Elle n'a été véritablement thématisée qu'assez tard, même s'il y a des philosophes matérialistes comme Condillac ou Lamétrie qui se sont penchés sur ces questions, mais elle n'a été véritablement thématisée que plus tard avec ce qu'on a appelé le programme naturaliste, c'est-à-dire la réduction à des dimensions physiques de la conscience, par exemple, comme une propriété émergente du fonctionnement du cerveau. Et donc, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est des choses que vous connaissez. Et on voit en image ce problème se poser à différentes époques et aboutir à une sorte de, comment dire, d'immanentisation des sujets. Je vais juste en donner un exemple. Ce qu'on appelle les scènes de genre dans la peinture du siècle d'or hollandais, qui sont des scènes classiques, hein, par des peintres comme Ter Borch ou Gérard Doux, etc., qu'on interprète en général comme des... alors c'est soit des descriptions, soit des intérieurs, sont des scènes d'intérieur, etc., mais comme des petites scénettes d'interaction entre des individus qui visent à l'édification morale. Et comme c'est le cas d'ailleurs de la nature morte, hein, qui est constellée de symboles. Chaque élément de la nature morte a un symbolisme précis, et donc on interprète ça, les historiens de l'art, on interprète ça traditionnellement comme des leçons civiques ou morales. Mais en réalité, on peut voir ça aussi comme le fait que les rapports entre les êtres qui sont dépeints dans ces scènes de genre deviennent de plus en plus impénétrables. On ne sait pas véritablement ce qui se passe. On a des interprétations standards, hein, c'est le soudard et la servante, c'est une leçon de musique probablement un peu licencieuse, etc. Mais en réalité, beaucoup de ces scènes sont indécidables. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et l'interprétation la plus probable, c'est qu'elles mettent en évidence de l'indécidabilité, précisément. C'est-à-dire le fait que les rapports entre les humains sont le produit d'une situation et pas le produit d'une intentionnalité, pas le produit de ce qu'ils, ou même des affects et des intentions qu'ils peuvent manifester. Ils sont des illustrations de situation.
Et ce processus, au fond, est une étape vers la disparition de l'intériorité sous des dimensions qui, en l'occurrence, là, ne sont pas véritablement physiques, sont plutôt interactionnelles, mais qui deviendront après des dimensions interactionnelles. Je n'ai pas de... Oui, ça va, j'ai encore du temps. Et puis, de toute façon, je pourrais revenir sur ces choses-là après. Alors là, on est dans un autre monde, effectivement. C'est celui de l'Australie. Le totémisme, et notamment le totémisme australien que je prends comme modèle, c'est donc la conjonction dans un groupe d'humains et de non-humains qui partagent des qualités qui sont issues d'un prototype qui n'a pas vraiment de forme définie. Les récits étiologiques qui mettent en scène ces prototypes, qu'on appelait jadis des totems, mettent en évidence ce qu'ils font, mais pas l'apparence qu'ils ont. Donc ils sont nés il y a longtemps, à ce qu'on appelle le temps du rêve, et ils sont sortis de la Terre, ils ont connu des tas de péripéties, ils sont comportés comme des humains, hein, ils ont fait des camps, ils ont voyagé d'un endroit à un autre, ils se sont quelquefois affrontés, ils se sont tués, ils ont fait la cour, ils ont copulé, ils ont mangé, ils ont fait la cuisine, enfin donc c'est pas des animaux ancêtres, ce sont des prototypes, et ces prototypes représentent des qualités, et ces qualités sont transmises aux humains et aux non-humains du groupe totémique, de telle façon qu'ils constituent des blocs de qualité qui s'opposent à d'autres blocs de qualité dans d'autres groupes totémiques. C'est très contre-intuitif parce que ça va à l'encontre de la tradition qui date au fond d'Aristote de fonder l'identité sur la forme. Là, ce n'est pas du tout la forme, c'est des qualités qui sont relativement abstraites. C'est d'être, alors ça peut être la forme, mais d'une façon très générale, c'est-à-dire d'être plutôt anguleux ou corpulent, ou bien d'être plutôt sombre ou foncé, etc., etc. Et ces qualités partagées vont donc définir l'identité des groupes, et cette identité, elle est fondée au fond, sur ce qui a été transmis comme qualité par un prototype, lequel prototype est irreprésentable. Mais il y a un moyen de le représenter, c'est que le nom qui désigne en général la qualité dominante du groupe, c'est un nom qui va aussi désigner un animal. Autrement dit, l'animal n'est pas un taxon, comme on dit, ce n'est pas une espèce animale. Le nom de l'animal, c'est le nom de la qualité qui va définir les membres de ce groupe. Et donc on va choisir cet animal pour représenter cette qualité. Donc ça permet d'évacuer au fond toutes les considérations anciennes sur le totémisme comme étant, et qui avaient tellement troublé tous les grands esprits de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et même après d'ailleurs. Comment peut-on descendre d'un animal? Comment est-ce que des humains peuvent descendre d'un animal? Ce n'est pas du tout une question qui se pose dans ces termes. C'est quels sont les éléments qui sont transmis par un prototype amorphe à qui on va donner une forme animale pour synthétiser une qualité. Eh bien, la meilleure façon de figurer cela, et ça c'est caractéristique de toute l'Australie, c'est de figurer le totem, parce que toutes les figurations australiennes sont des figurations du totem, sont des figurations de ce prototype. Et une des techniques pour le faire, qui est caractéristique de groupes du nord-ouest de l'Australie, c'est ce qu'on appelle la peinture en rayon X, qui consiste à figurer l'intérieur et l'extérieur d'un animal totémique. Pourquoi? Parce que, en montrant la structure de cet animal, c'est-à-dire son anatomie, on est bien placé ici pour en savoir quelque chose,
on rend visible l'agencement interne d'un corps social, à la fois par la figuration elle-même, c'est-à-dire, au fond, la totalité du corps social, en l'occurrence du groupe totémique, est issue d'un corps physique dont on voit tous les éléments, mais aussi du point de vue de la façon dont on va découper le corps. C'est un peu comme ces images dans les boucheries où on définit les différentes coupes de l'animal. Ça définit le partage de la viande dans l'animal et donc les obligations sociales qui découlent de la chasse et du partage de la viande entre les différents parents du groupe totémique. Alors ici, c'est une image qui est intéressante parce qu'elle rend d'autant plus présente l'homologie de structure entre le personnage totémique, le totem, et l'humain, en ce que l'un et l'autre, en quelque sorte, sont face à face, et donc dans la nature, si je puis dire, ils ne sont jamais sous cette forme-là, de façon à ce que leur structure interne, la structure du totem et la structure d'un membre du groupe totémique, soient parfaitement homologues. C'est une autre technique de rayon X qui montre bien. Alors ça, c'est un être totémique qui a été démembré. Vous remarquerez que dans ce cas, comme dans le cas précédent et dans tous les autres cas, on ne représente qu'un être. C'est en ça qu'il est une structure. Il n'est pas en interaction avec d'autres êtres, il n'est pas présenté dans un décor, on ne représente que l'être et les qualités qu'il enserre en lui. Et en l'occurrence, il englobe en lui-même un certain nombre de qualités qui sont des objets rituels. Donc, dans ses poumons, dans ses testicules, on voit des objets rituels qui vont être utilisés par les éléments du groupe. Autrement dit, il contient en lui la totalité des éléments culturels, si vous voulez, d'un groupe totémique. Dans la partie centrale de l'Australie, région aride et désertique, on a utilisé une autre technique pour figurer la geste totémique, c'est figurer les traces des êtres totémiques, des êtres du rêve. C'est une technique tout à fait classique de la indicielle, pour employer l'expression, si on prend la distinction que Peirce avait fait entre les trois types de signes, les signes iconiques qui figurent quelque chose par ressemblance, si vous voulez, les signes symboliques qui valent pour quelque chose par convention, les signes linguistiques par exemple, et les signes indiciels qui sont la trace de quelque chose, par exemple la fumée et la trace du feu, ou l'indice du feu. Ce sont donc tous des signes indiciels qui figurent des actions qui ont été menées par les êtres du rêve. Et ils sont figurés, ces signes, à l'origine, soit sur le sol, lorsque l'on raconte les récits étiologiques dans lesquels ces êtres interviennent. Ils sont donc ponctués, c'est un peu comme une pictographie, on va figurer sur le sol ce qu'ils ont fait, les traces qu'ils ont laissées, mais aussi sur les objets rituels, notamment les fameux churinga, sur des boucliers cérémoniels, etc., mais aussi sur les corps. Lorsque, dans les années 70, des fonctionnaires du gouvernement australien ont été envoyés
en Australie, dans ces petites villes du centre de l'Australie, ils ont découvert cet intérêt qu'avaient les aborigènes pour figurer des traces et des éléments, etc. Et ils leur ont donné des toiles et de la peinture. Et c'est là qu'est né ce mouvement qui est très récent, hein, de figuration, qui est très connu maintenant dans le marché international de l'art, mais qui ne fait que reprendre, et de façon de plus en plus abstraite peut-être, spectaculaire, disons, des façons de représenter, de figurer des traces laissées par des êtres du rêve sur la surface du monde. Et là, vous les voyez, c'est très simple. Hein, ah oui, je peux même pointer, voilà. Les symboles sont les mêmes, hein, que ceux qu'on a vus auparavant. Hein, c'est des traces, vous les voyez ici, des traces de pas, c'est des traces de déplacement, là c'est des camps, ça peut être aussi des amas rocheux, ce sont des traces qui ont plusieurs sens, et donc c'est exactement la même chose qui est représentée, mais maintenant sous la forme de... Non, ça c'est un autre monde encore. Un mot sur au fond, sur l'agence ou sur la puissance d'agir des images australiennes. Une chose qui est très frappante, c'est qu'à la différence de ce qui se passe dans l'animisme, où les humains qui rendent présents des esprits s'attachent à ce que l'on perçoive le genre d'esprit qu'ils rendent vivant ou présent. Donc, il y a une dimension mimétique, hein, on le voit dans les masques, par exemple, les masques Yupik, mais c'est dans tous les cas la même chose. En Australie, dans la mesure où on a affaire à des traces d'êtres qui ont disparu, mais dont l'action est toujours présente, mais déléguée, la figuration de ces êtres va passer par la figuration de leurs traces, et pas du tout par la figuration de leur apparence. De toute façon, on ne la connaît pas, leur apparence. On a vu qu'il y a toujours l'artifice d'utiliser un animal qui est l'expression d'une qualité, mais c'est un artifice. Alors, dans les rites, les membres d'un clan, par exemple, qui veulent activer la présence d'un être totémique, vont figurer une action de cet être totémique ou une interaction avec d'autres êtres totémiques en se figurant sur le corps, non pas l'idée que l'on se fait de l'être totémique, mais les traces qu'il a laissées. Autrement dit, on va peindre sur son corps des itinéraires. Et donc c'est une mise en œuvre, en quelque sorte, des traces indicielles, hein, des empreintes qu'ils ont laissées, qui va être réactivée par le rituel, et c'est en ça qu'il y a de la puissance d'agir, parce qu'on va réactiver la trace, parce que la trace peut être vue comme, précisément, le signe encore vibrant de ce que ces êtres ont accompli. De la même façon que lorsque on croise un parfum, il évoque irrémédiablement la personne qui le porte. De la même façon, en réactivant ces traces, on va redonner puissance d'agir à ces êtres. Alors, alors vous remarquez aussi que là, du point de vue de la construction de l'espace visuel, on est dans un espace polyperspectiviste, ça va de soi avec la figuration en rayon X, hein, puisqu'on voit à la fois l'intérieur et l'extérieur, mais c'est aussi le cas avec les peintures de traces, si on peut dire, qui donnent à voir différentes actions simultanées.
L'analogisme, c'est fondé sur l'idée que le monde est composé d'une multitude d'états, de situations, d'éléments, de composantes d'êtres qui sont tous disparates et qu'il faut pouvoir relier par des correspondances signifiantes. Je vais appeler ça analogisme parce que la pensée analogique, le raisonnement analogique est central dans ce dispositif, même s'il est universel, mais il est absolument central pour établir ces correspondances. Ce qui est compliqué, mais compréhensible néanmoins, dans le cas de l'analogisme, c'est qu'il donne à voir non pas des êtres, comme c'est le cas dans l'animisme et dans le totémisme, mais des réseaux. Et donc, les figurations analogistes, quelle que soit leur forme, même parfois lorsqu'il s'agit d'un seul individu, ce sont toujours des réseaux. Alors, un bon exemple de cela, parce que là, c'est un réseau assez disparate, c'est ce qu'on appelle les mesos dans le monde indigène des hautes terres du Mexique et du Pérou. Ici, ce sont des mesos de guérisseurs métis. Ce ne sont pas des autochtones. Et qui sont, mais on trouve des choses assez semblables dans les populations autochtones. Mais celle-là m'a paru intéressante, c'est une photo d'un collègue, Michel Perrin. Elle montre de quoi sont composés ces messages. Vous voyez, c'est des choses complètement disparates et que le guérisseur va accumuler au cours de sa vie. Chacune de ces choses qu'il dispose sur la messa est au fond reliée à lui par un événement particulier, qui est la circonstance de son acquisition, et c'est destiné à opérer des cures. Et donc en fonction des symptômes que présente la personne à soigner, le guérisseur va établir des circuits entre ces différents éléments qui vont être différents à chaque fois et donc va produire des réseaux successivement à chaque cure qui vont relier des éléments tout à fait différents. Il m'a semblé que cette façon de procéder, donc ici l'image au fond c'est l'ensemble, ou plus exactement ça serait le réseau qu'à chaque fois le guérisseur produit, et non pas évidemment chacun des éléments pris isolément. Alors, l'une des nombreuses caractéristiques de la figuration analogiste, c'est l'enchâssement à des échelles différentes. Pourquoi ? Parce que ça attire l'attention sur le fait qu'il y a un principe de construction, en quelque sorte, d'une chaîne qui est précisément l'enchâssement. Et ça, c'est très important dans l'analogisme parce qu'on le voit, par exemple, aussi dans les figurations de correspondance entre macrocosme et microcosme qui sont caractéristiques de l'analogisme. Les populations animistes ou totémiques sont indifférentes à ces choses-là, alors que l'analogisme a véritablement développé cette idée de la correspondance entre macrocosme et microcosme, entre le corps humain et le cosmos. Une autre façon de concevoir ces correspondances ou ces relations, c'est aussi les chimères. Les chimères, ce sont des êtres composites, mais qui sont rendus cohérents par un principe, j'allais dire, anatomique. C'est-à-dire que les vraies chimères,
Il y a aussi des fausses chimères qui sont simplement des attributs symboliques, hein, c'est-à-dire quand vous représentez Hermès, vous lui mettez des ailes sur les chevilles et sur le casque, mais ce n'est pas avec ça qu'il va voler. Une vraie chimère doit pouvoir voler. Un dragon va voler parce qu'on lui met les ailes sur le dos. Garuda va voler parce qu'il a aussi les ailes sur le dos, etc. Donc les chimères sont fondées sur un principe minimal de cohérence anatomique. Et c'est la disparité des éléments combinée à ce principe unificateur qui est le schéma anatomique qui va constituer précisément la structure du schème analogiste. Alors, dans le cas présent, ici, c'est une réplique, en somme, à différentes échelles d'un même objet. C'est une statue très connue, hein, elle était d'ailleurs appréciée par les surréalistes. On en avait fait des copies en plâtre, je crois que Picasso en avait un exemplaire dans son atelier. Et donc c'est le même personnage sur lequel affleurent des éléments qui sont d'une certaine façon, ce sont des tikis, c'est-à-dire ce sont des petites divinités qui sont une partie de lui-même et en même temps une expression de lui-même. En outre, dans le dos, il y avait une cavité où il y avait des petites sculptures à une autre échelle qui étaient contenues. Vous avez ça sous une autre forme qu'on appelle les tsikuri chez les Huichol du Mexique, qui sont effectivement des figurations d'un même motif à différentes échelles. C'est le cas, bien sûr, dans les tsikuris qu'on voit là à gauche, qui sont des offrandes hein, que l'on dépose pour honorer les divinités, mais aussi dans des constructions comme le plat qu'on voit ici, qui combinent des transformations qui ne sont pas du tout les transformations animistes, c'est-à-dire des changements de perspective, mais des transformations à différentes échelles d'éléments. Alors, il y a des boutons de peyote, il y a des têtes de cerf, il y a une étoile au centre, etc. Et chacun se transforme en un autre par une modification d'échelle, qui n'est pas du tout le cas, effectivement, de la métamorphose dans l'animisme. Voilà. Donc, c'est quelques exemples parmi les très nombreux que j'ai utilisés dans les formes du visible pour donner à voir la façon dont se construisait ce que j'ai appelé l'ossature des mondes, de chacun de ces mondes, et qui sont fondés sur des mécanismes tout à fait clairs. Hein, la commutation, dans le cas de l'animisme, les réseaux, dans le cas ou la mise en réseau, dans le cas de l'analogisme. La figuration mimétique, elle est fondée sur la ressemblance, au fond, hein, c'est-à-dire dans le cas du naturalisme, c'est-à-dire sur l'illusion qui n'est jamais complète de ce que l'on identifie dans ce que l'on voit, quelque chose que l'on connaît déjà et qui donne presque l'apparence d'être ce qu'il représente. Là, c'est Gombrich, si mes souvenirs sont bons, qui disait à propos des impressionnistes que les impressionnistes envoient vers le récepteur une partie du poids de donner de la réalité, en somme, à ce qu'ils perçoivent. Effectivement, c'est que quand on partage les impressions sensibles, comme le faisaient les impressionnistes, on va supposer que, un peu comme dans la figure canard-lapin, c'est le spectateur qui va compléter, au fond, la forme visuelle ébauchée qu'on lui donne à voir. Voilà, c'est quelques-uns, je ne sais pas, oui, il est 8 heures, c'est ça? Oui, bon.
C'est quelques-uns des thèmes que j'ai abordés dans ce livre. Et ce qu'il faut peut-être retenir, et qui pour moi était le plus important, c'est que j'ai souhaité dans ce livre faire un pas de côté par l'histoire de l'art, non pas du tout par manque d'intérêt ou d'estime pour l'histoire de l'art. J'aurais pas pu écrire ce livre s'il n'y avait pas l'immense érudition que les historiens de l'art ont déployée depuis 2 siècles au moins pour analyser en particulier les productions iconographiques européennes, mais pour montrer que la figuration est un processus universel et que la façon dont nous avons construit au cours des derniers siècles les figures que nous produisons dans ce que nous appelons les beaux-arts n'est qu'une variante parmi d'autres de la figuration, que ce que nous avons montré est nous avons opéré nous les modernes, nous avons opéré un choix dans ce que nous avons représenté, nous avons opéré des choix dans la construction de l'espace visuel que nous avons produit, nous avons opéré des choix précisément dans la puissance d'agir des images qui est plutôt fondée sur le mimétisme que sur d'autres principes, et que par conséquent, et c'est pour essayer de déboulonner une sorte de préjugé évolutionniste dont il est parfois difficile de se défaire, qui est que l'art occidental n'est que l'accomplissement, au fond, de millénaires de balbutiements dans la figuration des choses. En fait, ce sont des choix alternatifs qui ont été faits ailleurs, dans d'autres modes de figuration, et ces choix alternatifs, il faut les reconnaître pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire comme des transformations de capacités figuratives que les humains ont mises en œuvre avec beaucoup d'imagination depuis très longtemps.